les gars, bien quoi? Bon, un sujet crucial qui me bastonne la tête et que je kiffe surtout. On a affaire à deux mecs. Parce qu'on parle aujourd'hui shooting 3 points, 3 points, 3 points là. Mais il y a deux mecs, franchement, que moi j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment aimé. Peja Stojakovic et Ray Allen. Alors, on va pas aller loin. Déjà, pour vous, c'est qui le meilleur? Pour qui vous penchez, pour qui vous appréciez le plus déjà, personnellement déjà? Qui vous aimez le plus? Ray Allen. Ray Allen, déjà, t'as le gars, son nom, c'est Jesus. T'es vraiment qu'un vieux mec, hein. T'es vraiment qu'un vieux mec. Il a raison. C'est Jesus ou pour certains, c'est Judas. Après, il faut savoir. Sûrement Judas après. On aura le temps d'en parler. Moi, perso, pour moi, à titre perso, j'ai une affection particulière pour Peja Stojakovic. Moi, c'est Peja Stojakovic, je vous le dis, c'est un truc que j'ai kiffé. Toi, t'es qui, toi, Samuel? Plutôt Ray Allen, mais grosse carrière quand même pour Stojakovic, un des premiers Européens à s'être imposé dans la ligue et à avoir été dominant quand même. Ah, vraiment dominant, vraiment dominant. Après, Ray Allen, c'est logique. Si on compare rien que le style de jeu de ces deux joueurs, déjà, on a affaire à un arrière, un pur arrière shooter. Donc, poste 2, comme on dit aujourd'hui, avec notamment Ray Allen. Stojakovic, qui a joué poste 3, hein, on a vu sa taille 2m6. Là, on a affaire à un mec qui fait 2m6 et l'autre qui fait 1,98 à 97, je crois, pour Ray Allen. Hein. Ouais. On est à 1,96 pour Ray Allen, ouais. Ah ouais, Ray Allen est beaucoup 1,96. plus petit que Stojakovic, à la limite une taille pour jouer lié fort maintenant. Oui. Aujourd'hui, c'est 4. Hein. Aujourd'hui, c'est poste 4 pour Stojakovic. Aujourd'hui, c'est un 4. Et en tout cas, à l'époque, il était bien poste 3. Les deux sont de la même draft. Ouais. Les deux sont de la même draft aussi, donc c'est intéressant de voir que c'est une draft, mine de rien, qui... On l'oublie souvent, Stojakovic, quand on parle de cette draft 96, tellement il y a de noms importants, et au final, ça reste quand même un 14e choix, et qui a fait quand même des grosses saisons, et qui a été champion NBA, quoi. Ouais, et puis Stojakovic, il fait partie de la draft 96, mais il commence uniquement en 99. Il est reparti en Croatie. Et, après, il a repris Il faut en parler. Il faut en parler de ça. Parce que sur l'enfance, alors sur la partie childhood des deux gars, Stojakovic commence très jeune sa carrière, hein, puisque bon, il fuit la guerre, comme on connaît bien, avec Yougoslavie, les conflits qu'il y a eu années 90. Donc il part en Grèce. À 16-17 ans, mais même déjà en Grèce, il commence déjà à être lourd, le mec. Dès le départ, il tourne à plus de 20 points de moyenne, quoi. Ouais, mais au PAOK Thessalonique. Alors, il faut quand même préciser aux plus jeunes et même pour les personnes qui aiment le football et qui nous suivent, les clubs grecs, c'est des clubs omnisports, hein, parce que c'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez l'Olympiakos, le Panathinaikos, l'AEK Athènes, et le PAOK Thessalonique en question, qui était le club de Stojakovic, qui a sa filière basket, qui a sa fibre football, qui a sa fibre volleyball. Et là, sur le volley basket, Stojakovic s'impose clairement dans la Ligue grecque, mais également sur la partie Euroleague. Et en plus, précisons aussi que le championnat grec, contrairement au football, au basket, c'est du haut niveau aussi. Pour s'il y aurait des nouveaux, des gens peu avertis qui tomberaient sur le podcast, savoir que jouer en Grèce, c'est pas jouer en Grèce au foot. Hein. Jouer en Grèce au basket, c'est un très bon championnat. Ah non, ça rigole pas. Et on passera aussi de l'ambiance qu'il y a dans les stades en Grèce, notamment en Euroleague. Oh là, mais un vrai spectacle. C'est un vrai pays de basket, hein, la Grèce. Hein. Ah non, mais ça rigole pas, parce que Grèce, Turquie, quand tu vas là-bas pour jouer à l'extérieur, c'est le feu, c'est la folie. Ah ouais, mais même pour le foot, de manière, on sait qu'ils ont une très bonne culture du sport, vu au passé ex-bloc URSS, tout ce qui est formation, tout ça et tout. Franchement, au niveau des pays des Balkans, au niveau du supportering, tu vas être servi. Et Stojakovic, en termes de talent, très jeune, le mec 20 points de moyenne, comme tu l'as dit, Samuel. Et en effet, cette draft 96. Alors à l'époque, par rapport à la draft, les joueurs européens qui étaient draftés restaient quand même pour terminer, entre guillemets, leur formation en Europe, ce qui est Stojakovic, parce qu'il est dans une des photos de cette draft. Hein. Il est dans une de ces photos. Il y a une photo, tu vois, il a vraiment une tête un peu, tu sens qu'il est pas trop à l'aise avec. Elle est épique, sa tête, quand il serre la main de David Stern. Mais les oreilles complètement décollées et tout, là, non, c'est une blague. À l'époque, la Serbie, c'était vraiment la deuxième terre de basket enfin, la Yougoslavie surtout. C'était la deuxième terre de basket après les États-Unis. Il y a eu une belle réussite avec Tony Kukoc, notamment. Ouais, voilà. Et puis ensuite, il y a eu Divac aussi, bien sûr, son coéquipier après au Kings, et son grand ami d'ailleurs, parce qu'il bosse encore dans la franchise. Mais c'était vraiment la deuxième terre. C'était les premiers joueurs vraiment à s'imposer en NBA, c'était les Yougoslaves.
Exactement. Oui, il y a ça, et même pour ressortir un autre nom, Drazen Petrovic aussi. Comment l'oublier? C'est leur grand frère à tous, accident de voiture mortel, hein, qui a été vraiment une perte, hein, pour leur nation. Mais derrière, ils ont tellement bien formé les mecs, parce que c'est une vraie école de basket, que tu vois, le talent est infini, même encore aujourd'hui, comme on voit avec certains joueurs, Doncic et Nikola Jokic, en tête de l'or, qui correspond à la nouvelle génération. Mais à l'époque, t'avais déjà des mecs vraiment lourds. Il y a Dragic aussi maintenant, Dragic, bien sûr. Il y a toujours eu des. D'ailleurs, maintenant ils sortent moins de joueurs, que les Français par exemple, mais quand ils sortent des joueurs, c'est souvent des joueurs qui s'imposent vraiment des joueurs importants dans leur franchise. C'est des joueurs dominants, soyons clairs. Alors, vous qui aimez Ray Allen, pouvez revenir sur son enfance à vous, parce que là, je vous laisse la parole. Je vous avoue que moi, Ray Allen, allez-y, je préfère ne rien dire, continuez. Je laisse Vlad, je sens que Vlad va être chaud sur Ray Allen. Ça le touche au cœur, Ray Allen. Ray Allen, au niveau, il y a eu quand même, on va dire, un parcours assez classique, hein, donc notamment originaire de Caroline du Sud. Qui était dans un bon lycée qui est Hillcrest. Bon, voilà, après il cartonne et il obtient donc sa bourse, etc. direction Yukon. Bon, on passera tout ce qui se fait, Connecticut. Connecticut. J'ai appris que quand il était petit, il avait vécu en Angleterre. Ouais, j'ai appris ça. Il a énormément bougé. Ouais, c'est un globetrotter, c'est mon pote. Il avait notamment son père qui était marine, et c'était quasiment tous les ans ou tous les 2 ans qu'il bougeait. Donc il a pas eu, on va dire, non plus une enfance hyper stable. Mais justement, c'est ce qui lui a permis de se former et d'avoir, je pense, c'est aussi cette éducation qui lui a permis d'avoir une éthique de travail qui est. C'est clair. Non, c'est clair. D'ailleurs, c'est pas facile pour lui parce que lorsqu'il est drafté, il est directement échangé contre Marbury. Oui. Après. Il est directement échangé contre Marbury, qui avait une plus grosse cote un peu sur le marché, même si Ray Allen avait une cote pas mal. Et Marbury, du coup, va au Timberwolves, et Ray Allen finit à Milwaukee, la franchise de notre ami Rafik, qui n'est pas présent aujourd'hui. Exact. On pense à lui pour se permettre de critiquer Milwaukee lors de ce podcast sur Ray Allen. Mais là-dessus, ils ont quand même bien ficelé. Après, Stéphane Marbury n'était pas content en plus de partir aux Wolves, hein, parce qu'il comprenait pas, il connaissait pas. Ça sortait de son contexte, donc il a vraiment fait une tête d'enterrement quand il a pris l'échange dès le soir même de la draft. Et Ray Allen, qui part à Milwaukee, son passé d'ordre, en fait, l'a rapidement mis dans le bain concernant l'NBA, parce que les premières années, il est rapidement performant quand même. La première saison, je crois, il a 13 points. Après, il pousse direct. Hein. Les chiffres vont en croissance, hein, concernant le rendement qu'il rend sur le terrain. Et il s'impose rapidement comme étant l'un des leaders des Bucks. Je me rappelle quand même de cette époque un peu qu'on disait que c'était un beau joueur, mais qu'il lui manquait de l'impact physique. Qu'il était par rapport aux autres arrières de l'époque, aux autres deux. Quand tu voyais cette génération, les Kobe, les Vince Carter, les McGrady, c'était moins athlétique. Et il y avait ce côté un peu, c'est un bon joueur, mais il ne pourra jamais être l'option numéro 1. Ah, sur ce côté-là. Mais après, on va dire que son début était peut-être un petit peu timide par rapport à ce qu'il a démontré, notamment à la fac. Et juste pour remettre une parenthèse sur la fac, le mec il a juste je ne sais plus combien de distinctions personnelles. Hein. Il a retiré, je crois, la fac. Hein. Athlète de l'année 95. Il est aussi joueur de l'année 96 sur la Big East conférence. Donc le mec, il a quand même un minimum de CV lorsqu'il rentre. S'il est 5e position, c'est pas pour rien. Oui, complètement. Il arrive avec des grosses attentes. Pour reprendre un peu sur l'aspect physique, le gars, pour rappel, il a été au concours de dunk 97. Hein. Mais bien sûr. C'est ce que je me disais quand même. Non, il est athlétique, c'est plus dans le côté gab, dans le gab. Il est quand même frêle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il était quand même frêle, et par exemple, c'est pas le genre de mec qu'on voyait aller au dunk ou quoi. Il y a l'époque où on cherchait un peu la succession de Jordan. Ça rentrait pas dans ce profil-là. Il était un peu moins hype que les autres deux de l'époque. C'est vrai, au niveau du profil, en tout cas, si on regarde la longueur de carrière de Ray Allen, on s'aperçoit rapidement que ce monsieur-là, il est plus dribbleur holding, on va dire, ball holding en début de carrière, et en fin de carrière, il prend vraiment le profil Reggie Millerien. Si je peux me permettre de dire ça. Reggie Millerien. Il y a un vrai basculement quand il passe aux Sonics, vraiment.
aux Bucks, ça se passe bien quand même. Ils vont en play-off. Ils font des bonnes saisons, notamment en 99. Ah, ils vont en play-off, ouais. Ils finissent 7e de la saison régulière. Ils vont jusqu'aux Pacers où justement ils seront éliminés par notre ami Reggie Miller, sur qui on consacrera un podcast très prochainement. Ça, c'est sûr. Et teasing. Mais voilà, teasing. Mais c'est surtout, il fait quand même des grosses performances. Il a aussi une grosse performance à 40 points contre les Timberwolves. D'ailleurs, peut-être qu'il avait quelque chose à prouver. Mais en tout cas, non, il progresse au fil des années. Et puis, l'apogée, après, la récompense, c'est surtout sa sélection aux Jeux Olympiques de 2000. Oui, aux Jeux Olympiques de 2000 qui remporte aisément quand on connaît le nombre de joueurs qui composent cette équipe. Et pour terminer par rapport... C'est là que je l'ai connu, moi. Ah, c'est là que tu l'as connu? Quand j'ai 2000, ouais, c'est les Jeux Olympiques de 2000. J'ai commencé à regarder vraiment à la télé parce que ça passait. Et puis il y avait l'équipe de France qui allait loin en plus. En finale. Du coup, c'est là que j'ai connu Ray Allen. Ray Allen aussi, faut parler par rapport aux Bucks qui formaient un trio redoutable quand même au niveau de la franchise avec Sam Cassell à la main, Ray Allen au poste 2, et bien entendu Glenn le Chinois, et Glenn Robinson, The Bulldog, au poste 3. Et dans la peinture, t'avais du Anthony Mason, t'avais du Ervin Johnson, et ça rigolait pas, hein. Des gros mecs vraiment musclés, Tim Thomas qui arrive après, je crois. J'aimais bien le maillot en plus. Non, il est laid. Vraiment la vie du mec. Une petite crotte de nez à Rafik, ça. Et le maillot était laid. Hein. Et ils vont en finale de conférence contre Iverson et les Sixers. Ouais. Une finale de conférence très dure, très difficile, que j'invite à plusieurs à regarder parce que c'est clairement une vraie opposition entre les deux équipes. 4-3, hein. Ouais, c'est 4-3. Hein. C'est 4-3. Ouais. C'est 4-3. Ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. On a déjà fait le podcast à Iverson 2001 face à Vince Carter et son duel qu'on connaît tous, face à Vince Carter et les Raptors. Et en finale de conférence, Ray Allen, qui je pense, en partant en finale face aux Lakers, aurait davantage pu mener une plus grande médiatisation. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a quand même été médiatisé avec le film qu'il a fait avec Denzel Washington, He Got Game, tout début de carrière et tout. Mais c'est vrai que cette défaite, c'est vrai, c'est que j'invite en effet à regarder. Et puis, comme Milwaukee, déjà, c'est un petit marché, ça aide pas forcément pour lui aussi en termes de médiatisation. Nous qui sommes européens, c'est plutôt les grands marchés qui sont vraiment mis en évidence, tels que les Knicks. Je fais un petit coucou à Brice, et bien entendu les Lakers avec leur duo redoutable. Donc, d'ailleurs, tu as raison, c'est que cette confrontation, ça signe aussi la fin de son expérience chez les Bucks, hein, parce qu'en fait, comme on a dit, depuis 99, ça commençait à monter en puissance. Exactement. Là, c'est vraiment son apogée en 2001, où même il claque un match à 50 points et normalement à 47 points, c'est le deuxième meilleur score derrière Abdul-Jabbar et ses 50 points. Exact. Dans la franchise. Et ensuite, il va en finale de conférence, il se fait battre par un Iverson monstrueux. Pourtant, tu l'as dit, il a des statistiques très bonnes sur la série. Il a 27 points par match. Hein. Non, rien à dire. C'était un vrai duel, vraiment. Et ensuite, ça signe un peu la fin de son passage chez les Bucks. Il a un fin d'un cycle. Tout à fait. Il y a une embrouille avec George Karl. Je sais pas si Vlad est au courant de ça. Il y a pas, malheureusement, George Karl, il n'y a pas qu'avec Ray Allen qu'il a des embrouilles. Hein. C'est un peu avec toute la ligue. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Papa Karl. Il y a aussi une histoire où je crois que parce que George Karl veut donner plus à Michael Redd, plus de responsabilités et ça plaît pas forcément à Ray Allen. C'est ça. Parce qu'il voit que Michael Redd comme un futur. Alors déjà, il le critique parce que Ray Allen ne défend pas beaucoup. Et c'est vrai, c'est aussi la particularité des shooters. On aura le temps d'en reparler, je pense. Ray Allen dit, moi, je suis là pour scorer. On me paie pour scorer. Mais George Karl veut qu'il soit un joueur à la one player, two-way player, en s'occupant de la défense, mais également en attaque. Mais il n'a pas forcément ce type de profil. Et on peut même faire le lien avec Stojakovic aussi. C'est pourquoi justement qu'on les met en duel ce soir. C'est qu'on a affaire à des mecs où, offensivement parlant, quand ils sont lancés, c'est des machines de guerre. Les mecs, ils te désossent. Franchement, c'est fini pour toi. Et on peut même faire le lien avec Stojakovic, parce que quand il arrive dans la ligue, il comprend pas forcément ce qui se passe. Hein. Il commence sur le banc, et c'est pas facile la première année, où déjà physiquement il est dominé, notamment pour la plupart des joueurs européens qui arrivent. On se dit ils vont pas s'adapter. Il y a déjà eu le problème avec Tony Kukoc. Et là, on se dit, ça va encore arriver avec Stojakovic. Même la deuxième année est pas terrible. Hein. C'est vraiment la troisième où il explose, on va dire. Mais Samuel, en 2000. Samuel, tu sais que les coachs, les coachs, Rick Adelman, qui gérait les Kings à l'époque, étaient même satisfaits de sa première année. Hein.
Oui, mais après, je pense qu'il savait qu'il fallait lui laisser du temps et justement, ils ont été intelligents de ne pas lui mettre directement trop la pression. Exact. Oui, il y a ça. Et puis bon, à son poste, bon, il y avait quand même du beau monde à Sacramento. Hein. Ouais. C'était une grosse équipe. Hein. On peut rappeler les noms hein, quand même. Il y avait Weaver, il y avait Bibi, il y avait Doug Christie, me semble aussi. Doug Christie, bien sûr. Non, c'était une grosse équipe Sacramento début 2000. C'est pas le pauvre Sacramento qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est quoi, Vlad? Je disais, en sortie de banc, comme scoreur, tu avais des mecs comme Bobby Jackson aussi. Exact. Bobby Jackson, Edu Turkoglu qui arrive après, justement. Et Stojakovic, il fait une année d'explosion, c'est l'année 2000, où il passe de 11 points à 20 points par match, en n'étant pas la première option offensive. Parce qu'on le rappelle en NBA, pour les plus jeunes qui nous écoutent, certes, ils voient plein de mecs marquer plein de points, mais à l'époque, il y avait vraiment un ordre qui était établi concernant le premier scoreur avec la suite. Et Stojakovic, qui va à 20 points par match, saison 2000-2001, ça rigole pas. Clairement, à l'époque, j'ai envie de me lancer, hein, mais en termes de duo derrière chaque Kobe, c'était Weber Stojakovic. Hein. Clairement. Soyons surtout à l'Ouest, c'était quand même le duo. Après, t'as les Spurs parce qu'ils ont gagné leur titre en 99, donc t'es obligé d'aussi parler d'eux, c'est normal. Non, je parlais en duo, en termes de duo extérieur-intérieur. Ouais, c'est vrai. Les Spurs, c'était quand même Duncan et Robinson en 99. Et après, ça a mis le temps que les Ginobili et Parker arrivent, mais Sacramento, on en reviendra, c'était quand même une grosse équipe qui s'est... Bon, il y a la polémique avec les Lakers. Ouais. La polémique avec les Lakers. T'es bien placé pour en parler, je crois, Samuel. Ouais, mais non. Comment ça, non? Moi, je pense que Bibi fait faute sur Kobe. On reviendra après ça plus tard. Alors, par rapport à Stojakovic, notamment par rapport à leur style de jeu, j'aimerais supposer qu'on puisse revenir là-dessus parce que Ray Allen, Stojakovic, on s'aperçoit vraiment que c'est un joueur en sortie d'écran, appel de balle, et en sortie d'écran, ça dégaine quoi. C'est-à-dire qu'on a, sur les 4 années, entre 2000 et 2004, il est à plus de 20 points par match, notamment l'année 2000-2001. L'année 2002-2003, il est à 19 points, mais bon, on reste quand même dans les mêmes moyennes très élevées pour une deuxième option offensive après Chris Webber. Ouais. Et mais maintenant, c'est les pourcentages à 3 points. C'est-à-dire, en plus, il faut quand même le signaler à nos plus jeunes, à l'époque, on ne shootait pas autant à 3 points qu'on shoot aujourd'hui. Pas autant qu'on shoot aujourd'hui. C'est-à-dire, Stojakovic, on va le retrouver également dans un rôle de pénétration, on va le trouver également dans un rôle à mi-distance, en step back. Il gagne 2 fois le concours aussi. Et il gagne 2 fois le concours à 3 points. Ouais, 2 fois d'affilée, 2002-2003. Exact. Alors, là, concrètement, les années d'explosion des Kings vont bien entendu mener avec l'élan de Stojakovic en devenant concrètement le meilleur shooter à 3 points de la ligue. Début 2000. J'avais envie de dire du monde, parce qu'il gagne le championnat du monde et le championnat d'Europe avec cette sélection. Ça c'est bien ce que tu le championnat du monde. Ouais. À Indianapolis. Quelle catastrophe pour les Américains. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça prouve vraiment le niveau du mec, quoi. Parce que... Ouais, ils ont dominé leur... Je te rappeler qu'en quart de finale, c'est... Attends, c'est qui rate le shoot pour la gagne en quart de finale? C'est pas un Reggie Miller? Il me semble que si. On va pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de Pacers dans cette équipe. Ouais, c'est à Indianapolis. Mon Jermaine O'Neal était là. Ouais. Hein, mon Reggie Miller... Alors, à la base, Reggie Miller ne devait pas y aller. Ouais, il ne devait pas y aller. Il y a plusieurs hauts grands joueurs de la ligue qui se sont désistés par rapport à l'offre américaine. Et Reggie Miller est allé en route secours. Concrètement, ce n'était pas lui d'y aller. Il était en fin de carrière. Ça commençait à tirer. Mais il est quand même allé par fierté américaine. Il faut quand même dire qu'il enchaîne quand même Stojakovic. Du coup, championnat d'Europe 2001, championnat du monde 2002. Et ensuite, il est champion de sa confession, de sa confession. Là, j'étais spirituel. De sa conférence en 2002 et en 2003. Exact. Division Pacifique. Une division Pacifique, ouais. Donc, il enchaîne quand même 3 ans au haut niveau avec les Kings. Il fait partie clairement du gratin en NBA. Hein. Énorme, Stojakovic, énorme. Et en plus de cela, il est MVP du championnat d'Europe 2001 qui a eu lieu en Turquie. Hein, donc on connaît les ambiances, hein, d'accord. Donc Stojakovic, il est encore dans son élément en tant que ex. Il est All-Star aussi pendant cette période-là. Bien sûr, All-Star, 3 fois All-Star.
Et en 2004, qui est vraiment l'année la plus... il finit 4e en titre d'MVP, au classement des MVP en 2004, gagné par Kevin Garnett. Il a 24 points par match. Je crois que c'est le 4e ou 3e meilleur scoreur de la ligue. Alors, c'est important à signaler, notamment aux Kings, et qui va mener à son transfert par la suite, c'est que Chris Webber revenait de blessure. Il s'est gravement blessé lors des playoffs 2003. Donc, Stojakovic devient l'option offensive numéro 1. Ça continue au cours de l'année 2004, puisque Chris Webber est de retour, et ça ne s'est pas forcément très bien placé au niveau des rapports. Cependant, Stojakovic, son leadership a été respecté avec ses 24 points. L'équipe est clairement en phase descendante des Kings et en fin de cycle. On est d'accord. La défaite, notamment en demi-finale de conférence face aux Wolves, casse vraiment. Ça fait très mal. Ouais, elle fait très mal. Mais en même temps, derrière, Kevin Garnett sur cette série, il est juste monumental. Ouais. Il a mis un dunk, je me souviens de l'image du dunk sur Brad Miller, où il lui met les jambes par-dessus le cou. Et que ça part limite en bagarre entre les deux. Bah, logique. Donc, quand on connaît KG et même Brad Miller, qui dans le passé s'était battu avec Shaquille O'Neal, on sait que c'est deux messieurs qui vont pas reculer l'un face à l'autre. D'ailleurs, je pense que sur notre période à nous, je me demande si cette année-là, 2004, c'est pas en termes de niveau la plus relevée à l'Ouest. Je pense aussi. Je pense que c'est l'une des années les plus redoutables, surtout quand on connaît le package des Lakers avec les 4 cocos là qui sont ensemble. T'as les Spurs, Peyton, Malone, qui sont énormes aussi. Jacoby. Les Spurs, ça s'est joué à rien, avec Derek Fisher. Franchement, c'est clair. Je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est chaud c'est chaud le niveau à cette époque. 2004, là, franchement, à l'Ouest, c'était quelque chose. Mais de l'autre côté, par rapport à Ray Allen, c'est plutôt compliqué, parce qu'il fait son trade avec Seattle, qui est une équipe qui n'est pas compétitive depuis des années. Concrètement, on l'a bazardé, le frère. Oh, clairement. Oui. On l'a bazardé. Alors, certes, en 2005, alors la saison 2004-2005, il démontre clairement qu'il est encore une fois l'un des meilleurs joueurs de la ligue, en faisant une année exceptionnelle, en sortant les Kings au premier tour lors des playoffs 2005. Je crois qu'il a une moyenne de points qui a plus de 25, je crois, au cours de cette saison, je crois. Comment vous pouvez me repréciser cela? Pour 2005-2006, où il a 25,1. C'est ça. 2005-2006, il a plus de 25. Là, il est en dessous 25. Il doit être à 23. 23, je crois. Mais on reste quand même à des moyennes très honorables pour l'équipe qui est plutôt moyenne, avec une deuxième option appelée Rashard Lewis. Ils vont en demi-finale de conférence Ouest. Et là, comment ça Ray Allen, il fait des trucs où même on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse dribbler comme ça. C'est-à-dire, nous qui sommes un peu plus vieux, on voit un Ray Allen, certes, maintenant qui devient shooter, qui devient assassin. Mais à cette époque de Seattle, on voit un Ray Allen qui commence à mener des attaques avec pick and roll. Moi, personnellement, Ray Allen pénétré, avec notamment des feintes. Franchement, moi, j'ai rarement vu Ray Allen comme ça. Et ça faisait plaisir. C'est son apogée, je pense, Seattle, en termes de niveau. Ouais. Malheureusement, c'est là où il était le moins compétitif. L'équipe. Mais c'est là où je pense qu'il maîtrise le mieux son basket. Oui, il y a ça. Et puis bon, on parle à cette heure-ci de Stephen Curry, de Damian Lillard, etc. en termes de distance sur le shoot, mais Ray Allen, sur cette époque-là, on est d'accord. Mec, il canardait à 9 mètres. Il n'en avait rien à dire. Il était prêt. Lewis aussi, d'ailleurs. Qui ça? Rashard Lewis aussi. Oui. Rashard Lewis, c'est un bon shooter qui est très, très sous-coté aussi. Ouais, les deux à l'époque, d'ailleurs, c'est peut-être les prémices de ce qu'on vit maintenant. C'était vraiment du shoot. Ça shootait beaucoup. D'ailleurs, quand ça rentrait pas, c'était pas terrible. Et quand ça rentrait, ils étaient inarrêtables, les mecs. Non, c'est clair. Et puis Ray Allen, on va dire que c'est la confirmation déjà de ce qui se passait aussi à Milwaukee, c'est que le gars entre 2000 et 2011, à part, si je me rappelle bien, je crois à part les années 2003 et 2010, où il est All-Star. Ouais. Yes, parce que là on a affaire à une personne qui fait même 10 All-Star de carrière concernant Ray Allen. Il fait 10 All-Star. Il est aussi l'année 2005, je crois qu'il est All-NBA. Je crois qu'il est dans la deuxième team, je crois. Donc non, concrètement, les années Seattle individuellement exceptionnelles. Malheureusement, il n'y aura que cette saison 2004-2005. On verra Ray Allen très performant avec son équipe en play-off, qui échoue face aux Spurs. Donc c'est tout à fait honorable de perdre face aux Spurs quand on connaît leur génération. Et la saison 2005-2006 ainsi que celle de 2007, Seattle tombe dans ses travers, n'est plus performant. Hormis Ray Allen qui applique des chiffres exceptionnels, notamment ses 57 points face à Utah. Il tourne à plus de 25 points par match. Non, exceptionnel. Il a des chiffres magnifiques, mais c'est concrètement la contrainte en NBA, où quand vous êtes le seul joueur performant de votre équipe et que celle-ci ne suit pas, Kevin Garnett est bien placé pour en parler.
eh ben, vous commencez à souffrir, quoi. Et donc, en 2007. Après, ces 2 saisons-là, je pense que c'est ce qui lui a offert son ticket pour les Celtics. Hein. Eh ben, justement, bon, on y vient. Toi, Samuel, toi qui es adversaire des Celtics. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce transfert de Ray Allen? Ouais, transfert de Ray Allen, moi, je me souviens, à l'époque, j'étais devant mon ordinateur, hein, on suivait les infos, et on a vu la création du Big Tree. À l'époque où les Lakers, ça n'allait pas du tout. Ouais. Donc j'étais au fond du gouffre. Et mine de rien, j'étais au fond du gouffre et du coup, les Lakers avaient fait un super début de saison et je me suis dit, bah tiens, imaginons qu'on puisse les taper avec une équipe pétée et au final, on s'est fait battre en finale, mais bon. Ouais. Pour moi, cette année-là, 2007-2008, ils sont inarrêtables. On sait dès le début de saison qu'ils vont gagner et puis c'est ce qu'ils font. Hein. Et Ray Allen est un grand artisan de. Ouais, très très gros artisan. Où c'est vraiment les trois, on va dire, losers malchanceux. Donc Pierce, Garnett et Ray Allen qui ont réussi à mettre leur ego de côté. Chacun a réussi à trouver son rôle et Ray Allen est parfait dans ce rôle-là de shooter et permet d'étirer vraiment ce jeu des Celtics. Et même il se met un peu à défendre quand même. Bah, il s'attend quand même. C'est un bon défenseur hein, sur sa fin de carrière. Hein, ouais. Très très correct. Et puis c'est l'avantage du transfert au Celtics, c'est que il a 2 joueurs à côté de lui qui sont sur les 2-3 premières années sur du niveau quasi MVP. Bon, la saison juste avant de Garnett, elle est juste monumentale. Malgré qu'il ne fasse pas les playoffs avec Minnesota. Ouais. Pareil pour Paul Pierce aussi, qui est très très bon, et du coup ça le permet aussi à Ray Allen de se soulager, on va dire, en termes de ticket shoot, en termes de volumétrie de jeu, et il peut complètement se concentrer sur shooter, et ça a été la recette gagnante. Hein. En plus, il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe, j'ai l'impression. Il y a un gros intérieur qui est Garnett, il y a un shooter, il y a un slasher. Ouais, il y a un meneur qui arrive parfaitement dans une équipe où on lui laisse pas les clés, mais au moins on le laisse s'exprimer. Là, de la distribution, c'est lui. Hein. Ça, c'est lui, ouais, clairement. Et puis même Perkins trouve sa place, Tony Allen. Non, franchement, c'était une équipe quand même complète, défensivement, offensivement, c'était une grosse équipe. Hein. Ça me fait mal de le dire, mais. En comparatif avec Stojakovic qui signe un dernier contrat été 2006 après une très mauvaise année à Indiana où il a été blessé parce que la fin de carrière commence à être difficile, pas mal de douleurs au dos et au cou au cours de cette saison 2005-2006. Il fait même pas les playoffs au premier tour face aux Nets, ce que j'ai bien observé en tant que supporter des Pacers. Été 2006, il signe à Oklahoma, Nouvelle-Orléans, Oklahoma, qui était donc en fusion-acquisition, on va dire, ce mes termes économiques là. New Orleans, Oklahoma. Suite aux événements, en plus, aux événements qui s'étaient passés, de Katrina. Donc, il va à New Orleans avec Chris Paul. Il joue un peu le rôle de grand frère, mais il n'a plus la même étendue qu'avant. Et moi, personnellement, je l'ai très mal pris. Franchement, Stojakovic, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'à 2K3, NBA sur Play 2, il m'a plusieurs fois gonflé, mais c'est le genre de mec que t'aimes détester. Parce que Peja Stojakovic, le nombre de fois qu'il m'a giflé, et là, le voir comme ça, certes, il était toujours intéressant, parce qu'il a un record NBA, messieurs, je pense que je tiens à vous le préciser. C'est lui qui signe les 20 premiers points de son équipe. Première histoire. Il finit le game avec 42 points. Je crois que c'était les Raptors qui étaient en face. Et il réussit aussi un 10 sur 13 à 3 points contre les Lakers. C'est une dinguerie. Les Hornets font quand même des bonnes. Avec Paul, là, ils font quand même 2-3 bonnes saisons où il a réussi à trouver sa place. Hein. Mais même l'année 2008, Ray Allen est performant, comme on le sait bien, avec les Celtics. Mais de l'autre côté, tu as Stojakovic qui a certes baissé au niveau du nombre de points parce que tu as 2 autres joueurs majeurs qui t'accompagnent, que sont Chris Paul et David West. Mais l'option 3. Mais bien sûr, c'est l'option 3. Il le fait très très bien, notamment à 3 points. En fait, les deux se complètent un petit peu. C'est intéressant parce que les deux ont compris qu'il fallait évoluer leur type de jeu. Et par rapport à ça, tu as les playoffs en demi-finale de conférence encore face aux Spurs que les Hornets perdent au 7e match. Hein, donc 4-3 pour les Spurs. Mais ça s'est joué à très peu de choses. Mais malheureusement, par rapport à Stojakovic et pour la fin de carrière, les blessures vont clairement le rattraper. Et c'est ça la différence à mon avis entre les deux joueurs pour terminer. C'est que tu as un Ray Allen au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la préparation, au niveau de la tenue, l'alimentation, toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est passé comme ça pour Stojakovic, hein. Mais à mon avis, les détails,
le fait qu'il ait commencé très, très jeune et que la formation yougoslave soit très dure aussi, parce qu'on en parlera, je pense. Ils vont en forêt, ils font des trucs de malade, hein, les Yougoslaves. Hein. La préparation, mon Dieu. Geoffrey Leverge, on avait parlé, qui a joué au Partizan Belgrade, te coupe la tête. Et ben moi, je pense que ça joue en fin de carrière par rapport à Stojakovic, et c'est ça qui me regarde. Il a quand même eu cette chance, du coup, après un passage à Toronto, d'aller chez les Mavericks en 2011 et de pouvoir quand même décrocher une bague qu'il aura méritée. Et quelle bague! Ok, parce que la série qu'il fait face aux Lakers, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais il fait pas du 6 sur 6 à 3 points, là? Oui, avec Jason Terry, je crois que Jason Terry termine à 9 sur 10. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais sur le quatrième match, là, où il les sweep, mais c'est juste un dé. Les mecs sont intouchables. Cette année 2011, c'est une année où j'avais l'impression que c'était un peu beaucoup de revanchards, de mecs qui avaient envie de gagner leur titre, qui ont fait une opération commando et ils l'ont réussi. Ouais, c'est là où de l'autre côté, là où de l'autre côté, Ray Allen, lui, est parti faire Judas, comme il l'appelle, est parti à Miami. Moi, je l'appelle comme ça. Franchement, les gars, pour terminer avec ce podcast, clairement, Ray Allen, il lutte avec les Celtics. On a compris qu'ils ont gagné le titre en 2008. Ray Allen, rôle majeur. En 2010, concrètement, il rate ses finales face aux Lakers. Hormis le match 2 où il est exceptionnel, avec son 7 sur 8 à 3 points en première mi-temps. Je crois que c'est le joueur qui a marqué le plus de 3 points dans un match en finale NBA, donc c'est historique. Mais les finales 2010, il les loupe un peu, notamment au match 3 où il fait un 0 sur 13, je crois. Mais il est clairement sur la fin après. Ouais, il est clairement sur la fin, c'est vrai, mais il accepte un rôle de... Il est clairement dans la rotation. Bon, il met l'un des shoots les plus mythiques de l'histoire de la NBA. Ah, mais un shoot extraordinaire. Un shoot extraordinaire que j'avais toujours pas digéré tellement c'était incroyable. Pourquoi? Parce que cette année-là, j'étais à fond Spurs tellement c'était beau à regarder jouer, quoi. Je sais pas, ça m'a marqué. Vrai, mais bon, le shoot est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis cette équipe de Miami était extraordinaire aussi, hein, de toute façon. Et il avait réussi à trouver un second souffle pour être efficace sur le peu de temps de jeu qu'on lui donnait et réussir à tirer son épingle du jeu. Ouais, c'est exactement ça. Oui, et c'est quelqu'un qui a su, je pense aussi, complètement s'intégrer dans un rôle, comme on dit, de second couteau, et qui reste malgré tout hyper productif, parce que au fur et à mesure, quand il fait la transition entre Boston et Miami, ses pourcentages restent quasiment les mêmes, sachant que son volume de jeu baisse, quoi. Donc le mec est toujours présent, toujours à exécuter, quoi. Donc peu importe ce qu'il en est. C'est bien que vous parlez de ce transfert-là, quand même, de ce départ à Miami, parce qu'il y a eu pas mal de blessures qui sont, à mon avis, non résorbées à l'heure où on parle et on conçoit ce podcast entre les joueurs majeurs des Celtics et lui-même. Rajon Rondo l'avait invité pour le rassemblement des victorieux de l'année 2008. Ray Allen n'était pas convié, alors qu'il est un élément majeur, parce que je pense que sans lui, il ne gagne pas. Et en plus, Ray Allen mentionne dans son livre des petites frictions qu'il avait notamment avec Kevin Garnett, avec Rajon Rondo aussi, hein, je crois qu'il voulait avec Rondo, bien sûr, qui voulait concevoir l'échange avec Chris Paul. Et je pense que Rondo l'a appris et ça a pu lui faire très très mal, ce que je peux comprendre aussi quand tu as affaire à un mec qui est prêt à t'échanger. C'est pour ça que Rondo et Chris Paul sont toujours aussi... Oui, c'est l'une des bisbilles aussi. Parce qu'il y a ça, il y a plusieurs choses. Ça, on pourra même parler de ça. Franchement, ça vaut le coup, les gars. Rondo vs Chris Paul. On va se marrer avec ça. En tout cas, il y a de la matière. Dernier mot de la fin, les gars, par rapport à nos deux cocos, là. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Moi, perso, je vous le répète, pour terminer, je mets devant Peja Stojakovic, notamment par rapport à sa qualité de shoot. T'as l'impression que le mec ne se dépense pas quand il shoot. Parce qu'on pourra parler également de la qualité de shoot de ces deux messieurs. Stojakovic, ça dégaine très vite, ainsi que Ray Allen. Mais j'ai quand même une petite faveur par rapport à Stojakovic, notamment ce qu'il a réalisé avec l'équipe de Serbie, début de carrière, et avec les Kings, qui a été l'équipe désespérée, mais malheureusement sans titre, et la petite vengeance à la fin sur les Lakers en 2011. Donc moi, je penche mon cœur sur Peja. Vlad? Ray Allen, moi ça va se résumer sur deux choses. Enfin, moi c'est deux choses qui me marquent sur Ray Allen, hein, comme tu as pu voir ma préférence, malgré que je respecte complètement ce que Stojakovic a fait. Ray Allen, moi l'action qui me marque, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, mais le buzzer beater qu'il met justement la première année à Boston contre les Bobcats.
Ah purée, mais là, tu nous mets mal, là. Tu fais une action. C'est l'action, mais pour moi, c'est l'action qui résume la saison. Parce que les mecs, malgré que ce soit une situation, je sais pas, c'est une situation de fumble, la remise en jeu, elle est complètement foirée. Mais le mec, il la reprend, il shoot, il hésite même pas, et ça rentre, ça fait que de la ficelle. Et tu te dis, non, les mecs, en fait, ils sont intouchables. Ah ouais, les mecs, ils sont loin. Ça se résume à ça. Et moi, la deuxième chose, pour conclure de mon côté, Ray Allen, ils ont mesuré le temps de réaction qu'il a pour son shoot. Le mec, à partir du moment où il reçoit la balle en catch and shoot et qu'il dégaine, que la balle quitte ses mains, c'est 0,65 secondes. Incroyable. Donc si t'es défenseur et que t'as 1 mètre ou d'écart, c'est trop tard, c'est fini, t'es puni. C'est ça. Et le seul qui est plus rapide, c'était, je crois, 0,61, c'est Rex Chapman Ouais. Purée de patates, les mecs, tu sens qu'ils sont experts dans ce qu'ils font. Ouais. Et pour moi, du coup, c'est Ray Allen, déjà parce que j'ai grandi plus même si j'avais un ami serbe à l'époque qui me cassait la tête avec Stojakovic, j'ai plus grandi avec, je fais une dédicace à Radé, et j'ai plus grandi avec Ray Allen, j'avais carrément le DVD Go to Game, même la paire de Jordan 13. Donc j'avais quand même l'équipement du bandeur, comme on dit. et ouais, non, c'est plus un joueur qui m'a marqué. Et puis, je trouve que sa palette offensive est quand même plus diversifiée. Voilà. C'est vrai. Après, gros respect quand même à Stojakovic, qui est un des premiers joueurs européens qui m'a marqué dans la vie. Et aussi, je trouve qu'il était quand même charismatique du fait de... Tout le monde connaissait à l'époque Stojakovic, que savait que c'était le meilleur shooter et respectait son travail. Yes.